fiscale, il faut voter pour les libéraux, Monsieur le Président. Oral questions, questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Juste avant Noël, avec la neige sur la terre, finalement, la ministre va présenter sa mise à jour économique. Après que ce premier ministre ait doublé la dette nationale, ajoutant plus à notre dette que tous les autres premiers ministres dans l'histoire combinée. Après, il a doublé le coût de logement avec la bureaucratie qui empêche la construction. Il a doublé le nombre de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires avec les taxes sur les nourritures. Nous demandons une chose. Arrêtez les hausses de taxes, arrêtez les dépenses inflationnistes, arrêtez d'endetter nos citoyens. L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, on est très fiers de notre bilan économique et on va le présenter dans ce chambre le 16 décembre, la semaine suivante. Ce qu'on présume d'écouter, c'est notre bilan vis-à-vis de l'économie. Le fait que le taux d'inflation est maintenant dans les cibles proposées par la Banque du Canada pour plusieurs mois consécutifs. Le taux d'intérêt par la Banque du Canada a baissé jusqu'à aujourd'hui 4 fois consécutifs. C'est notre bilan économique, on est très fiers de ça. Merci. L'honorable chef de l'opposition. Il est si fier du mise à jour qu'ils veulent enterrer dans la neige, Monsieur le Président. Nous voulons qu'il arrête de taxer les gens. En fait, éliminer les TPS sur le nouveau logement, les nouvelles maisons, serait une façon d'arrêter les taxes inflationnistes qui ont rendu la vie coûteuse. Mais aussi, on veut que les promesses soient respectées. La ministre a dit que le déficit n'allait pas dépasser 40 milliards de dollars. Est-ce qu'elle va respecter cette promesse? L'honorable ministre des Ressources humaines et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que le logement coûte trop cher. C'est pourquoi nous avons éliminé les taxes de vente sur la construction d'appartements. Aujourd'hui, le Canada construit des logements à un rythme record. Nous construisons plus de logements que lorsque le chef conservateur était ministre de Logement. Et nous voyons les résultats. Le coût de loyer a diminué cette année dans les grandes villes comme Montréal. Le chef conservateur veut rétablir la taxe sur la construction. Son plan augmente le coût de logement. The honorable leader of... Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, après avoir doublé la dette avec les dépenses inflationnistes, doublé le coût du logement avec la bureaucratie, doubler le nombre de personnes qui ont recours aux banques alimentaires avec des taxes carbone sur les camionneurs et les agriculteurs. Finalement, ils vont nous présenter une mise à jour économique, mais ils vont le faire dans la neige le 16 décembre. Notre message, arrêtez les dépenses inflationnistes, arrêtez les augmentations d'impôts sur l'épicerie et les maisons, arrêtez d'endetter les Canadiens. Vont-ils tout simplement arrêter? L'honorable ministre de la Justice, Monsieur le Président, le 16 décembre, nous allons présenter notre mise à jour économique. Nous allons en parler et j'espère que vous allez entendre parler de notre bilan. Nous allons vous dire ce qu'on a fait pour les garderies et sur le modèle d'abordabilité. On parle ici de garderies à 10 $ par jour dans 8 provinces. Cela représente 110 000 femmes qui pourront se joindre au marché du travail. 85 des femmes participent maintenant au marché du travail au Canada. C'est un record et c'est ce que nous défendons de ce côté-ci de la Chambre. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président, leur bilan, en fait, c'est une dette énorme. Ils ont doublé la dette. Ce premier ministre a davantage ajouté à la dette que tous les autres premiers ministres précédents réunis. Nous avons maintenant une dette qui est en hausse. La ministre a dit qu'elle avait des mesures pour empêcher le déficit d'augmenter au-delà de 40 milliards. Mais qu'arrivera-t-il si ce montant est dépassé? Va-t-il tomber de l'autre côté du précipice? Le ministre de la Justice. Bon, parlons des dépenses de notre gouvernement. Parlons de ce que voient les observateurs. Tiff Macklin,
Le gouverneur de la Banque du Canada a dit que les dépenses du gouvernement n'ont pas à faire baisser l'inflation car l'inflation est déjà en baisse. On dit aussi qu'on s'est concentré sur la réduction des déficits. Le gouvernement Harper a contribué à une relance plus lente. Je demanderai aux collègues de se taire afin que nous puissions entendre les réponses. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, dans l'esprit de la non-partisanerie, nous avons présenté une motion inspirée par le chef néo-démocrate. Il dit que ce premier ministre est faible, qu'il est égoïste et qu'il est redevable aux intérêts des entreprises. Il a dit que ce premier ministre avait violé les droits des travailleurs. Alors, nous avons pris les paroles du chef néo-démocrate et nous les avons insérées dans une motion. Le premier ministre va-t-il permettre à ce chef néo-démocrate de voter librement? See, that is stretching the limits. Bon, évidemment, on est à la limite des sujets acceptés, mais je vais demander à la leader du gouvernement de répondre. Le chef de l'opposition, lui, ne laisse pas ses députés voter librement. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il ne leur permet pas de parler et de dire ce qu'ils pensent. Lorsqu'ils tentent de défendre leur communauté, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que je ne crois pas que ça m'aide politiquement. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il muselle ses propres députés, ne leur permet pas de voter librement et les empêche de défendre leur communauté. L'honorable député de La Prairie. L'école Saint-Maxime fait l'actualité avec des prières en classe, des propos homophobes et des élèves qui rejettent les cours d'éducation sexuelle, entre autres. Le gouvernement du Québec en a assez qu'on s'en prenne à la laïcité. Il demande à Ottawa de mettre fin à l'exception religieuse dans le code criminel et veut resserrer sa loi 21 sur la laïcité. À Ottawa, c'est le contraire. Ça conteste la loi 21, ça niaise sur l'exception religieuse, on va l'enlever, on ne l'enlèvera pas. Et Ottawa ne défend d'aucune façon la laïcité de l'État. Quand ce gouvernement va-t-il cesser de nuire à la laïcité au Québec? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Notre collègue sait probablement que l'éducation est de compétence provinciale. S'il veut parler d'éducation, de la manière de protéger les enfants dans le système éducatif au Québec, c'est au gouvernement du Québec qu'il devrait parler. Ce n'est pas exactement ici, à la Chambre des communes, que se discutent ces questions. Excellent. L'honorable député de La Prairie. Le Québec est une société accueillante qui tend les bras à celles et ceux qui choisissent de s'y intégrer. Et pour cette intégration réussie, ce qu'on souhaite toutes, c'est de partager des valeurs qui nous unissent et qui nous rapprochent. L'égalité homme-femme, la séparation de la religion et de l'État, le français langue commune, le droit d'aimer qui on veut. Le multiculturalisme canadien dit le contraire. Pas besoin de s'intégrer, pas besoin d'adhérer à aucune valeur, ne changez rien. Le gouvernement fédéral se rend-il compte que son multiculturalisme nuit à l'intégration des nouveaux Québécois et nuit au vivre ensemble au Québec? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. L'unité et le rapprochement, c'est exactement ce que la Fédération canadienne encourage. C'est pour ça qu'au Canada, y compris au Québec, on est fiers de faire partie d'un pays uni qui défend le droit et la liberté de chacun et de chacune de faire ce qu'il pense être le mieux pour il ou pour elle. À nouveau, M. le Président, les compétences en matière d'éducation sont du gouvernement du Québec. On invite notre collègue à poser des bonnes questions, pas ici, mais à l'Assemblée nationale. Excellent. The honorable member. Le député de Burnaby Sud. Imaginez ceci. Une femme de 70 ans qui a travaillé toute sa vie, a bien élevé ses enfants, a fait de son mieux. Et maintenant, elle est retraitée et sa pension ne lui permet pas de faire une épicerie adéquate et elle doit sauter des repas. Le premier ministre estime qu'une personne qui gagne 140 000 $ par an a droit à 250 $ pour l'aider à faire face au coût de la vie, mais ce n'est pas le cas pour elle. Pourquoi? L'honorable ministre de la Justice.
Monsieur le Président, nous défendons les aînés. À plusieurs occasions, depuis 9 ans, nous avons fait des choses comme changer l'âge de la retraite de 67 ans à 65 ans. Nous avons fait des investissements ciblés pour améliorer la sécurité de la vieillesse pour les aînés âgés de 75 ans et plus. Nous avons mis en place un régime de soins dentaires. 2 millions de personnes se sont inscrites et 1 million de personnes ont reçu des services pour la première fois depuis des décennies. Alors voilà notre bilan en matière d'aide aux aînés. Merci. L'honorable député de Burnaby Sud. Je veux que les aînés sachent que le ministre n'a pas répondu à ma question, à savoir pourquoi ils n'ont pas droit au chèque de 250 $. Imaginez une autre personne, une personne en situation d'handicap, une personne qui ne peut pas se permettre à rejoindre les deux bouts. Le premier ministre pense que cette personne ne mérite pas un coup de main. Est-ce que le premier ministre va finalement voir clair et inclure ces personnes dans leur chèque de 250 $? L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Les mesures qu'on a prises de ce côté de la Chambre visent la pauvreté et visent le peuple avec le peuple handicapé. Avec les peuples handicapés, ce qu'on a mis en place déjà, c'est un bénéfice qui vise eux directement. Ce qu'on a fait depuis juste quelques semaines, c'est de faire un changement vis-à-vis le TPS qui touche n'importe quel Canadien. On va toujours lutter contre la pauvreté et les chiffres démontrent qu'on a réussi de ce niveau-là avec le taux de pauvreté qui était assez élevé sur les conservateurs qui a diminué sous nous autres depuis les derniers 9 ans. Merci. The honourable member for... Le député de Leeds, Grenville, Thousand et Rideau Lakes. Aujourd'hui, le chef néo-démocrate a l'occasion de prouver qu'il n'a pas sacrifié les travailleurs canadiens pour sa propre pension. Il a promis aux Canadiens qu'il mettrait fin à sa coalition avec les libéraux, affirmant qu'ils étaient trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des entreprises pour se battre pour les gens. Les conservateurs sont d'accord et les Canadiens veulent une élection sur la taxe carbone. Le premier ministre permettra-t-il au chef néo-démocrate de voter pour ses propres paroles ou verrons-nous la coalition se reconstituer, les députés néo-démocrates votant avec les libéraux et contre leur chef? Je regrette, mais cette question ne respecte pas le critère de pertinence. Chers collègues, bon, écoutez. Lorsque un député a la parole, les autres doivent se taire. Le leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Aucune question n'a été adressée au gouvernement. Mais si le député veut parler de pension, il peut parler de la pension du chef de l'opposition parce que lui, il est ici depuis 2 décennies. On estime que sa pension vaut maintenant 2 millions de dollars. Si on veut parler de museler les députés, il faudra probablement poser la question au chef de son propre parti qui n'aime pas que les députés posent des questions. En fait, on les voit à l'arrière des bancs conservateurs. The honourable member. Le député de Leeds, Grenville, Thousand et Rideau Lakes. Eh bien, on dirait que ce premier ministre a perdu le contrôle de tout, sauf peut-être de ses partenaires néo-démocrates. Selon le chef néo-démocrate, vous ne pourrez jamais compter sur nous si vous voulez priver les travailleurs de leurs droits. Jamais. Eh bien, nous avons vu que ce premier ministre a justement imposé un arbitrage exécutoire, mais qu'a promis le premier ministre au chef néo-démocrate en échange de son soutien pour son gouvernement et sa taxe carbone? Encore une fois, ce n'est pas lié à l'administration du gouvernement. Et le président se prononcera là-dessus après la période des questions. Mais je vois que l'honorable ministre voulait répondre. I see no minister rising. Aucun ministre ne prend la parole. The honourable member.
Le député de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, à toutes les fois qu'il y a une décision du gouvernement sur cette question, évidemment, ça donne lieu à des questions matérielles. Le NPD dit une chose à répétition et ensuite soutient les libéraux. Alors, on peut bien demander aux libéraux ce qu'ils ont promis aux néo-démocrates en échange de leur soutien. Ils disent toutes ces choses et ils continuent de soutenir le gouvernement. Alors, qu'a promis le gouvernement au NPD pour éviter une élection sur la taxe carbone? I'm going to be offering a ruling at the end of question. Je vais rendre une décision à la fin de la période des questions, mais je vois que l'honorable ministre est prêt à répondre. Merci, Monsieur le Président. En réponse à la députée, en fait, la plupart des conservateurs ont l'habitude de dire une chose et de faire le contraire. Ils parlent de réduire les impôts, mais à la première occasion, ils disent non, Monsieur le Président. Ils parlent, vous savez, de défendre leurs commettants, mais lorsqu'ils tentent de le faire, le chef néo-démocrate leur retire leur capacité de poser des questions. Monsieur le Président, s'ils ne répètent pas les slogans à répétition, on ne leur donne pas le droit de parler. Ils ont l'habitude de faire une chose, de dire une chose et de faire son contraire. Le député de Calgary-Nose Hill. C'est très clair, le chef néo-démocrate s'en prend aux libéraux pour les mesures de TPS, les mesures contre les travailleurs. Le NPD a dit que le gouvernement était incompétent. Toutefois, à toutes les fois qu'il y a une motion de défiance, le NPD fait quoi? Il vote avec le gouvernement. Alors, c'est une question des affaires du gouvernement. Combien en coûte-t-il aux Canadiens? Qu'a promis cette administration au NPD pour qu'ils votent contre les paroles de leur propre chef? Once again, Encore une fois, la leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député. Elle voudra peut-être poser une question à son chef. Pourquoi ils n'obtiennent pas la cote de sécurité? La semaine dernière, en comité, on a entendu parler d'ingérence étrangère de la part de l'Inde, mais le chef refuse d'obtenir la cote de sécurité pour savoir ce qui est arrivé. Il devrait mettre les intérêts de sécurité des Canadiens devant les siens. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, le 4 septembre dernier, tous les Canadiens ont vu le chef du NPD déchirer sa chemise et déchirer l'entente avec ce gouvernement libéral. Il était vraiment convaincu et convaincant à ce moment-là. Il disait, je cite, « Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop redevables aux intérêts des entreprises pour se battre contre les gens. » Ça, c'était vrai le 4 septembre. Mais on veut savoir, est-ce que le premier ministre va laisser le chef du NPD voter en faveur de lui-même ou combien, si par malheur, le chef du NPD vote contre lui-même, ça va coûter combien aux Canadiens? Encore une fois, je vais encourager tous les députés de ne pas prendre la parole quand ils ne sont pas reconnus par la Chambre des communes. Encore une fois, on est dans une situation où la présidence est dans une situation peu enviable parce que la question ne relève pas directement de l'administration du gouvernement. Mais je vois que le ministre était en train de se lever. Est-ce que l'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement? La question était effectivement non pertinente, Monsieur le Président, mais une question pertinente, c'est pourquoi il ne parle pas pour lui-même, il ne parle pas non plus pour ses concitoyens et les autres députés conservateurs du Québec aussi. Son chef conservateur prétend que les logements abordables qui sont construits dans sa circonscription et dans les autres circonscriptions conservatrices n'existent pas. Monsieur le Président, il dit que les projets de logement n'existent pas, alors qu'il y en a plusieurs centaines d'unités de logements abordables qui sont présentement construites dans les circonscriptions des députés conservateurs.
Encore une fois, avant que l'honorable député pose sa question, j'aimerais que tout le monde tienne leur parole jusqu'au moment qu'ils sont reconnus par la présidence. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, la question était fort simple. Ça va coûter combien aux Canadiens? Puis il n'y a pas un ministre qui est capable de répondre à ça. Ils ne savent pas compter et ils savent, par contre, beaucoup dépenser. Le problème, Monsieur le Président, c'est que le NPD en avait rajouté une couche, lui aussi, dans cette fameuse déclaration. Il avait dit « Le gouvernement libéral cédera toujours à la cupidité des entreprises et interviendra toujours pour s'assurer que les syndicats n'ont aucun pouvoir. » C'est mot à mot notre motion, Monsieur le Président. Alors, que pense le premier ministre d'un chef qui risque de voter contre lui-même? Lui, ce premier ministre qui n'a jamais respecté sa parole pour le déficit budgétaire, alors qu'il avait prévu, qu'il avait annoncé, qu'il avait dit aux Canadiens qu'il allait avoir un équilibre budgétaire en 2019. L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Savoir compter, Monsieur le Président. 1, 2, 3, 4, 5, 6 logements abordables. C'est tout ce que le chef conservateur a construit durant toute sa carrière comme ministre du Logement à travers tout le pays. Il y en a 8 000 logements abordables qui sont en train d'être construits présentement au Québec en raison de l'entente de 2 milliards de dollars que nous avons avec le gouvernement du Québec. Il y en a plusieurs centaines de ces logements abordables dans les circonscriptions conservatrices. Il y en a 50 000 logements abordables qu'on a construits partout au pays au cours des dernières années. Ah bon. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, encore un autre fiasco pour l'Agence des services frontaliers avec les ratés de l'application GCRA. 22 pannes en un mois pour une application qui a pris 14 ans à développer et qui a coûté 556 millions aux contribuables. Un demi-milliard de dollars, juste 50 de dépassement de coûts. Sans compter que l'agence a caché aux parlementaires des documents pourtant importants. Aujourd'hui, le Comité du commerce a voté unanimement pour demander à la vérificatrice générale d'enquêter sur cet autre fiasco libéral. Est-ce que le gouvernement va appuyer notre demande d'enquête? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, notre collègue sait fort bien que le gouvernement ne donne pas des instructions à la vérificatrice générale et on respecte la liberté des comités de choisir leur sujet d'enquête ou d'inviter la vérificatrice générale à regarder des dossiers importants pour les Canadiens. Nous croyons que le système CARM a remplacé un système vieux de 36 ans qui risquait de tomber en panne. On comprend les inquiétudes des commerçants et du secteur privé et j'ai pleine confiance qu'on va régler très vite ces inquiétudes. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Il y a un coût réel au fiasco de l'agence avec le GCRA. Il y en a un pour les contribuables, 556 millions, mais il y en a aussi un pour les entrepreneurs. Leurs importations sont paralysées aux frontières. Ils subissent des erreurs de facturation, des prélèvements automatiques payés en double, des délais interminables. Ils n'ont aucun service à la clientèle quand le GCRA plante. Ça prend des semaines à l'agence pour corriger ces erreurs. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour cesser de faire payer aux entreprises les frais de son fiasco? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Encore une fois, Monsieur le Président, nous partageons évidemment les inquiétudes de notre collègue. On veut appuyer les entreprises canadiennes à s'assurer qu'ils paient justement, mais d'une façon efficace et qui évitent les coûts pour ces entreprises. C'était l'objectif de la modernisation de cette technologie qui a commencé, je rappelle aux collègues, en 2010. Alors, ce n'est pas juste un gouvernement, c'est 2 gouvernements qui ont décidé d'améliorer un système et pour l'accès aux entrepreneurs, mais aux accès aux douanes qui doivent être payés. Et nous allons corriger toutes les lacunes. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Le fiasco de l'application GCRA, c'est pas une première là, pour l'Agence des services frontaliers. L'agence était aussi derrière Arrive-Can, l'application qui devait coûter 80 000 puis qui a fini avec une facture de 60 millions. Il y a clairement un problème de fond là, à l'agence en matière de transparence, de suivi des dépenses, de dépassement des coûts. Le Bloc québécois et le Comité du commerce ont demandé à la vérificatrice générale d'enquêter. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'attendre un nouveau fiasco pour agir. Est-ce qu'il va mettre l'agence sous tutelle? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous avons discuté en Chambre à plusieurs reprises l'importance du travail des agents de services frontaliers, que ce soit
protéger la sécurité de notre pays, que ce soit traiter des cas d'immigration au besoin, que ce soit empêcher l'arrivée des drogues telles que le fentanyl. Alors, l'Agence de services frontaliers, tous les jours, font un travail important pour le pays. Nous avons pleine confiance dans leur travail. Nous allons investir davantage à appuyer ce travail important et c'est précisément ce que nous allons faire. The honourable member. Le député de Barry-Nussville. Le chef néo-démocrate continue de prendre le pays en otage. D'abord, il s'est mis dans une entente de coalition avec les libéraux. Ensuite, il a déchiré l'entente. Maintenant, il a reconstitué l'entente après avoir dit qu'il voterait pour la défiance. Quelle entente a-t-il conclue avec le premier ministre et combien en coûtera-t-il aux Canadiens? In the opinion of the chair, this actually question is Cette question relève de l'administration du gouvernement. La leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout ce que peuvent faire les conservateurs, c'est dire une chose et en faire une autre. Ils disent soutenir les droits des travailleurs, lorsqu'en réalité, le chef conservateur a présenté les projets de loi parmi les plus défavorables aux travailleurs. Nous défendons les droits des travailleurs au pays. Nous sommes fiers de notre bilan. Les conservateurs ne peuvent pas en dire autant. the honourable member. Le député de Barry-Nussville. Les mots ont leur importance. Le chef néo-démocrate a dit qu'il avait déchiré son entente avec les libéraux. Il avait dit que les libéraux étaient trop faibles et trop égoïstes. S'adressant aux travailleurs, il a dit, si jamais il y a un vote au Parlement qui a un impact sur vos droits, je peux vous dire dès maintenant que nous voterons non. Alors, quelle entente le chef néo-démocrate a-t-il conclu avec le premier ministre et combien en coûtera-t-il aux Canadiens? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, le projet de loi C-377 et le projet de loi C-525 sont connus parmi les plus anti-travailleurs jamais adoptés en cette Chambre. Lorsque nous avons été élus au pouvoir, la première chose que nous avons faite, ça a été d'annuler ces deux mesures législatives. Le chef de l'opposition en a été le principal architecte. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, le chef du NPD a dit qu'il avait rompu l'entente avec les libéraux l'automne dernier. Le chef du NPD a déclaré que les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et redevables aux intérêts des entreprises. Le chef du NPD a également déclaré que le gouvernement libéral cédera toujours la cupidité des entreprises au détriment des travailleurs. Par conséquent, Monsieur le Président, le premier ministre permettra-t-il au chef du NPD de voter en faveur de ses propres paroles ou le gouvernement libéral poussera-t-il le caucus néo-démocrate à voter contre les propos du chef du NPD? Cette fois-ci, je ne suis pas convaincu que ça c'est pertinent au gouvernement, mais je vois que le ministre du Travail et des Aînés se lève sur ses pieds. Monsieur le Président, dans le Parlement précédent, les projets de loi C-377 et C-525, parmi les lois les plus antisyndicales de l'histoire de l'Occident, ont été passés dans ce Parlement-ci. Le porte-parole principal et l'architecte principal de ces projets de loi
fut nul autre que le chef actuel de l'opposition. Ça fait de lui le chef le plus antisyndical de l'histoire du Canada, Monsieur le Président. Je l'invite à s'expliquer, ce député-là, sur ses prises de position. The honourable member. La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les refuges pour femmes du Canada affirment que la pénurie de logements piège les gens dans des situations de violence, surtout dans les villes où les loyers montent en flèche. En Saskatchewan, les victimes fuient vers les zones rurales où les loyers sont moins chers, mais où les aides sociales et les ressources publiques sont moins nombreuses. Et les refuges de la région du Grand Toronto sont débordés parce que les loyers sont hors de portée. Les libéraux ont laissé tomber les gens. Les survivants ont besoin d'un logement abordable pour se mettre à l'abri de leurs agresseurs maintenant. Quand est-ce que le ministre proposera des logements abordables dont les loyers sont adaptés aux revenus afin de sauver des vies? The honourable parliamentary. Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Oui, elle a raison, Monsieur le Président. Nous avons besoin de davantage de logements abordables au Canada. Nous avons besoin de davantage de refuges. Voilà pourquoi nous avons mis en place la stratégie nationale sur le logement qui atteint cet objectif. Elle a parlé des femmes vulnérables et je sympathise avec les survivantes dans ma propre circonscription. C'est une véritable crise et voilà pourquoi nous avons la stratégie du logement dont je viens de faire mention pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Nous avons aussi une initiative d'accélération et nous allons continuer le travail en partenariat avec tout parti intéressé. Je sais que les conservateurs, eux, ne veulent pas. La députée de Nanaimo-Ladysmith. Les familles de Nanaimo-Ladysmith essaient de s'en sortir, mais les temps sont durs et il y a de plus en plus de personnes qui dépendent des banques alimentaires. L'association Loaves and Fishes et ses nombreux bénévoles ont fait beaucoup plus que nécessaire, mais ils ont besoin de fonds pour se développer et répondre aux besoins croissants. Malgré de nombreuses tentatives, les libéraux n'ont toujours rien fait. Alors, je reviens à la charge. Est-ce que le gouvernement va enfin fournir à Loaves and Fishes les fonds dont ils ont besoin pour que les habitants de l'île de Vancouver ne crèvent pas de faim? The honourable minister. La ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Je prends souvent avantage de l'occasion qui m'est donnée de rencontrer des représentants de banques alimentaires dans ma circonscription et aux quatre coins du pays. Ce qu'on me dit constamment, c'est que l'allocation canadienne pour enfants a grandement amélioré la vie des familles qui dépendent des banques alimentaires. L'allocation canadienne pour enfants présente un soutien mensuel qui peut représenter jusqu'à 7 800 $ par année par enfant. C'est une bonne mesure, mais nous savons que les conservateurs seraient contre. La députée de Scarborough-Agincourt. Monsieur le Président, le gouvernement introduit un allègement fiscal de 2 mois pour tous les Canadiens. On aurait pu penser qu'après tous les discours sur la réduction d'impôts, que les conservateurs passeraient à l'acte et appuieraient cette mesure, mais ils ont voté contre. Est-ce que la ministre des Petites entreprises peut dire ce que le gouvernement fait pour améliorer la vie des Canadiens et sécuriser les entreprises? The honourable minister for... La ministre à la petite entreprise. Monsieur le Président, les conservateurs parlent beaucoup, mais ne font rien. À partir du 14 décembre, les Canadiens ont droit à un congé de TPS. Les conservateurs disent qu'ils veulent abolir la taxe, mais ils ont voté contre cette mesure qui vise à éliminer la taxe sur les produits essentiels. Nous avons le Fonds d'accélération au logement qui aide à construire des centaines de milliers de maisons à l'échelle du pays, mais ils veulent le démanteler. Ils disent qu'ils arrêteront le crime, mais ils votent contre nos mesures de contrôle des armes à feu. Nous sommes là pour offrir des services, mais les conservateurs veulent mettre fin à ces services aux Canadiens. Order, please. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Calgary-Forest Lawn. Il y a un véritable désastre financier et après 9 ans de déficit inflationniste, le gouvernement a ajouté plus à la dette que tout autre gouvernement autre combiné. La ministre des Finances, en raison de ces mesures, nous a mis dans cette situation. Elle avait déclaré que le déficit ne serait pas plus élevé que 40 milliards de dollars. Alors, il faut mettre fin à ce désastre et se lancer dans une élection maintenant.
Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Nous savons que la seule chose qui sera offerte au souper de Noël par les conservateurs, ce sont des slogans. Et il a été déclaré que les dépenses du gouvernement ne nuisent pas à l'inflation. Et en fait, d'après le directeur parlementaire du budget, le taux actuel est tenable et en fait, on pourrait dépenser encore plus par rapport au ratio PIB. Et les conservateurs, eux, n'arrêtent pas de parler d'allègements fiscaux, mais ils votent contre les congés de TPS. Le député de Calgary, Forest Lawn. Les libéraux nous proposent un petit stratagème de 2 mois, par exemple, enlever 10 sous sur un sac de Doritos, mais nous voulons abolir la taxe sur le carbone pour de bon, parce qu'à raison de cette taxe, il y a 2 millions de Canadiens qui sont rendus dans les banques alimentaires à chaque mois. Alors, il faut tout arrêter. Il faut arrêter de ruiner le pays et se lancer dans une élection pour que les Canadiens choisissent entre un petit stratagème fiscal et un gouvernement conservateur qui va leur offrir des allègements fiscaux réels et des chèques de paie plus gros. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, les conservateurs veulent parler de petits appâts fiscaux, mais en fait, dès qu'on donne l'occasion aux conservateurs d'alléger le fardeau fiscal des Canadiens, ils votent contre. Nous savons que les Canadiens ont souffert en raison de l'inflation, mais les conservateurs ne veulent pas les appuyer. Ils sont contre un allègement fiscal qu'ils ont eux-mêmes proposé, c'est-à-dire un congé de TPS pendant les fêtes sur les produits essentiels. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent agir ainsi alors que les Canadiens méritent ce soutien. Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, l'année dernière, la ministre des Finances a déclaré que le déficit serait moins de 40,1 milliards de dollars. Mais là, on entend encore que les comptes publics confirment si la ministre a respecté cette promesse. Est-ce qu'elle peut mettre fin au suspense et nous dire à quel montant s'élevait le déficit l'année dernière? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, notre gouvernement a respecté ses cibles et voilà pourquoi l'inflation a décru depuis 11 mois d'affilée et la Banque du Canada a abaissé aussi sa cible et a abaissé les taux d'intérêt. Ça fait 4 fois d'affilée que les taux d'intérêt sont à la baisse et nous avons bien hâte d'entendre ce que la Banque du Canada va annoncer ce mercredi. Chers collègues, et surtout le député d'Abbotsford, je vous invite à garder le silence si vous n'avez pas la parole. Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, c'est quoi le but de faire des promesses si on n'essaie même pas de les tenir? La ministre des Finances avait déclaré au début de l'année qu'on n'avait plus besoin de stimuler l'économie, que le travail était fait, mais elle a continué de stimuler l'économie. Et ensuite, ils ont dit que le ratio dette-PIB continuait d'être à la baisse, mais en fait, il est à la hausse. Et ensuite, elle a dit que le déficit ne serait pas plus élevé que 40,1 milliards de dollars. Et il semble qu'elle aurait enfreint cette promesse-là aussi. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'en raison de ce vandalisme économique, quel est le déficit réel ou est-ce que la ministre des Finances va abandonner le peu de crédibilité qui lui reste? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Nous sommes prêts à comparer notre bilan à celui des conservateurs n'importe quand. À l'ordre, à l'ordre. Je demanderai aux honorables députés de, s'il vous plaît, ne pas entretenir des conversations tant qu'ils n'ont pas la parole, surtout par respect pour ceux qui utilisent des oreillettes pour suivre les délibérations de la Chambre. Le secrétaire parlementaire, depuis le début, notre gouvernement est prêt à comparer son bilan financier par rapport à celui des conservateurs à n'importe quel moment. S'il vous plaît, plus le président passe debout, moins il y a de questions qui seront accordées durant la période des questions. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est prêt à comparer son bilan
économique n'importe quand. Par rapport aux conservateurs, nous avons le déficit le plus faible, nous avons le ratio dette-PIB le plus faible. Nous avons vu que Statistique Canada a revu la prévision pour le Canada au cours des 3 dernières années. C'est considérable. Et le FMI a déclaré que nous avions la croissance PIB la plus grande parmi les pays du G7. Alors, je crois que ce bilan parle de lui-même. Order, please. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Dès la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs en 2023, le Bloc sonnait l'alarme. Il y a une brèche qui permet aux personnes entrées illégalement aux frontières de faire une demande d'asile après s'être cachées 14 jours. Vendredi dernier, un rapport de l'Agence des services frontaliers obtenu par les médias confirme que près de 2000 personnes ont utilisé cette brèche et demandé l'asile. Et ça, c'est seulement pour les cas entre avril et septembre 2023. L'Agence précise, je cite, que les chiffres exacts sont presque assurément plus élevés. Est-ce que le gouvernement va enfin agir pour corriger la brèche du 14 jours? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Là, si je comprends bien, M. le Président, il veut que je le fasse là, sur le parquet de la Chambre des communes, sans aviser les États-Unis. Évidemment, on est concerné, interpellé par la sécurité à la frontière. Nous continuerons de renforcer et de garantir la sécurité à la frontière. J'ai hâte d'ailleurs que le Bloc appuie nos réformes du système d'asile que nous allons proposer sous peu, parce que la dernière fois, malgré les doléances du gouvernement du Québec, ils ont refusé, ils ont même dit non, et ce, au mois de mai. Donc, ils ont une cohérence à respecter eux-mêmes au Bloc. Parfait, ça. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. C'est un peu sa job de répondre aux questions. C'est la période des questions, M. le Président. Ce gouvernement-là le sait depuis plus d'1 an que la brèche des 14 jours est exploitée. Il sait depuis plus d'1 an que des milliers de personnes traversent illégalement les frontières pour demander l'asile. Il sait depuis plus d'1 an que des passeurs criminels abusent de personnes vulnérables à la hauteur de 45 000 $, M. le Président. Il n'a rien fait! Et c'est inexcusable et c'est inhumain, M. le Président. Pourquoi il a fallu attendre les menaces de Donald Trump pour que ce gouvernement-là s'active contre l'immigration illégale et le crime organisé alors qu'il est au courant depuis 1 an, M. le Président? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Sans oublier l'histoire récente, évidemment, avec la réimposition du visa sur le Mexique, M. le Président. En fait, le Bloc réclamait eux-mêmes la victoire là-dessus. Nous faisons depuis 1 an un certain resserrement de l'étau dans le système d'immigration. Et d'ailleurs, ça marche. Or, sachez que depuis, c'est-à-dire au mois de novembre, le nombre d'interceptions à la frontière nord-sud est à son plus bas. On continuera ce travail important de garantir la frontière. Merci. The honourable member for Le député de Calgary-Rocky Ridge. La ministre des Finances n'a pas présenté un énoncé économique d'automne à temps et cela montre l'incompétence même de ce gouvernement. Les Canadiens ont besoin de voir abolir la taxe sur le carbone, construire davantage de maisons en abolissant la TPS sur les nouvelles maisons et les Canadiens en ont marre d'attendre. Est-ce que la ministre des Finances peut confirmer sa promesse selon laquelle le déficit ne va pas être plus élevé que ce qu'elle avait annoncé? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, nous avons annoncé aujourd'hui que l'énoncé économique d'automne va être déposé le 16 décembre. C'est une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs disent qu'ils veulent redresser le budget. Mais en fait, ce qu'ils veulent vraiment dire, parce qu'il faut le traduire pour les Canadiens, c'est qu'ils veulent couper dans les programmes et les services dont les Canadiens dépendent, qu'il s'agisse de programmes de soins dentaires, de médicaments ou en éducation à la petite enfance. Toutes les mesures qui ont appuyé les Canadiens durant la crise inflationniste, eh bien, ils vont sabrer dans tous ces programmes. Le député de Calgary-Rocky Ridge. On est presque rendu à Noël et on attend encore l'énoncé économique d'automne et les comptes publics qui auraient dû être déposés au mois d'octobre. Ça, c'est de la comptabilité de base. Les Canadiens veulent savoir quelle est la dette du pays et si les libéraux n'arrivent même pas à faire la base, c'est-à-dire de nous donner des faits sur les finances publiques, alors pourquoi ne pas se lancer dans une élection pour que les Canadiens se dotent d'un gouvernement qui, lui, sera capable de le faire? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Ça fait 5 ans que je suis ici
grâce aux habitants de Whitby et je n'ai jamais vu autant de perturbations en Chambre depuis les 2 derniers mois, alors que les conservateurs continuent de faire de l'obstruction et empêchent tout fonctionnement au Parlement. Et ensuite, ils prennent la parole pour se plaindre que ça prend un peu trop de temps pour déposer les comptes publics. Eh bien, c'est de votre propre faute. Je rappelle aux députés qu'ils doivent s'adresser à la présidence. À l'ordre, s'il vous plaît. Order. À l'ordre. Don't make me laugh. Ne me faites pas rire, s'il vous plaît. L'honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Arrêter les hausses de taxes et d'impôts, la dette, l'inflation et la bureaucratie ne semblent pas avoir une signification pour le Bloc libéral, Monsieur le Président. Pour les conservateurs de gros bon sens, c'est fondamental. Gérer rigoureusement et laisser l'argent dans les poches des Québécois, c'est notre vision. On se demande pourquoi le Bloc québécois a voté 2 fois contre une motion de non-confiance pour maintenir au pouvoir ce mauvais gouvernement qui nous en fait la preuve à tous les jours. À quand des élections pour que les Québécois puissent recevoir de plus gros chèques de paye dans leur poche, Monsieur le Président? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Notre collègue parle de gros bon sens. Le gros non-sens, c'est que dans sa propre circonscription, il y a 100 unités de logements abordables qui sont construites présentement sur le boulevard Guillaume Couture, avec l'Office municipal d'habitation de Lévis, la ville de Lévis et le maire Lehoulier, le ministre Drainville du gouvernement du Québec, qui sont très fiers de ces 100 unités de logement et elle laisse son chef conservateur prétendre que ces logements n'existent pas et qu'il veut en arrêter la construction, en plus. C'est terrible. The honourable member for... Le député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, le gouvernement a introduit une réduction de la TPS pour les vacances qui mettra davantage d'argent directement dans les poches des Canadiens, en particulier les familles qui en ont le plus besoin. Mais le chef conservateur et son parti ont voté contre ce congé fiscal alors qu'ils prétendent être en faveur des réductions d'impôts. Est-ce que le ministre de la diversité et de l'inclusion peut dire ce que nous faisons pour aider les Canadiens qui travaillent fort durant le temps des fêtes? La ministre de la diversité et de l'inclusion. Monsieur le Président, c'est ironique, en fait, que le chef conservateur qui adore parler d'allègements fiscaux vote contre un allègement qui va permettre de remettre de l'argent dans les poches des Canadiens. Nous avons réduit la taxe, le taux d'imposition pour la classe moyenne. Et maintenant, avec ce congé de TPS, ce sera encore mieux pour les familles. C'est triste que les conservateurs ne peuvent que servir les intérêts de leur chef plutôt que leurs concitoyens. Mais notre gouvernement va continuer de se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire les Canadiens. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, tout le monde fait le même constat. Depuis les 9 dernières années, ce gouvernement libéral a gaspillé et endetté les Canadiens et Canadiennes. Malheureusement, à 2 reprises, le Bloc québécois les a maintenus au pouvoir. Je suis convaincu que les Québécois méritent mieux. Ce gouvernement minoritaire nous fait encore la démonstration qu'il a perdu le contrôle des finances, déposant sa mise à jour économique à la veille du congé des fêtes. Est-ce que ce gouvernement, le plus gaspilleur de l'histoire, nous réserve, en cadeau de Noël, un déficit supplémentaire? Avant que je reconnaisse l'honorable ministre, je vais juste inviter tous les députés de ne pas prendre la parole quand ils ne sont pas reconnus par la présidence. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, je remercie mon collègue de Portneuf-Jacques-Cartier pour sa question. Je sais que c'est dans le temps de Noël, Monsieur le Président, les conservateurs aiment les fables et les slogans, mais la réalité, Monsieur le Président, c'est que même le député de Portneuf-Jacques-Cartier, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est, Monsieur le Président, qu'on a tiré des investissements records, Monsieur le Président. En 2023, Monsieur le Président, le Canada est le 3e pays pour avoir reçu des investissements chez nous, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'investir dans les Canadiens, nous sommes en train d'investir dans l'industrie, nous sommes en train d'investir dans les travailleurs canadiens. Monsieur le Président, on devrait célébrer les investissements qui arrivent au Canada. The honourable member for... Le député d'Edmonton Millwoods.
Ashdin Sim n'avait que 20 ans lorsqu'il est arrivé au Canada pour se trouver une meilleure vie. Comme bon nombre d'autres étudiants, il s'est trouvé un emploi comme gardien de sécurité à Edmonton, mais 3 jours après avoir commencé ce travail, il a été assassiné durant l'exercice de ses fonctions. Et nous exprimons nos condoléances à sa famille et ses proches, mais son tueur était un délinquant qui avait un lourd casier judiciaire, mais les mesures de ce gouvernement font en sorte que les délinquants violents peuvent se promener en toute liberté dans nos localités. Alors, pourquoi ne pas tenir au sérieux pourquoi ne pas prendre au sérieux la sécurité dans nos quartiers? Le ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, comme les autres députés ici, je suis très troublée par cette histoire de ce jeune homme qui a perdu la vie par un geste gratuit et insensé. Mais nous agissons sur le plan du contrôle des armes à feu, par exemple les armes de poing, et nous avons aussi mis en place des mesures en collaboration avec les provinces. Et s'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, nous sommes ouverts à en parler. Mais nous voudrions que dans les provinces comme l'Alberta, il y ait des investissements qui soient faits dans les services de l'ordre pour que tout le monde doive faire le travail qui s'impose. Le député d'Edmonton-Millwoods. Monsieur le Président, les crimes avec armes à feu violents sont à la hausse depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Il y a 256 Canadiens qui sont décédés durant la dernière année en raison de délinquants qui ont été mis en liberté sous caution ou autre forme de liberté. Il y a des incidents qui auraient pu être évités. Là, le fait d'un échec systémique. Comment se fait-il que le gouvernement ait laissé un délinquant avec un lourd casier judiciaire se promener librement dans notre société? Alors, pourquoi ne pas accorder la priorité à la sécurité des Canadiens? S'ils ne sont pas prêts à le faire, nous sommes prêts à le faire. Le ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, la sécurité des Canadiens, c'est la responsabilité de tous. Dans la Chambre, nous avons comme outil le Code criminel du Canada. Mais dans la province, il y a d'autres outils à la disposition des autorités. Ça veut dire qu'ils peuvent embaucher davantage de policiers, ils peuvent offrir une meilleure formation pour faire appliquer la loi, ils peuvent avoir aussi davantage de centres de détention pour les délinquants. Nous faisons de notre mieux avec l'outil dont nous disposons, c'est-à-dire le Code criminel, mais nous avons besoin de la collaboration des provinces. Le député de Steveston, Richmond East. Monsieur le Président, il y a des pays, des entreprises du monde entier qui misent beaucoup sur l'intelligence artificielle et les avantages de cette technologie de pointe se multiplient déjà. Et cela permet de réaliser des gains en efficacité, de stimuler l'innovation. Mais il est impératif que nous assurions l'avantage canadien. Le ministre peut-il dire à la Chambre comment il fait en sorte que le Canada soit un chef de file mondial en matière d'intelligence artificielle et que des travailleurs comme ceux de ma circonscription puissent profiter des emplois qui s'y rattachent? Le ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, je remercie le député de son excellente question parce que l'intelligence artificielle, c'est en fait la technologie de notre époque. Cela aura des répercussions sur tous les secteurs de l'économie et cela va aider à assurer une plus grande productivité. Nous avons annoncé la semaine dernière la stratégie canadienne de souveraineté en matière de calcul de l'intelligence artificielle et nous investirons 2 milliards de dollars pour aider les entreprises petites et moyennes. Nous allons continuer de travailler pour être des chefs de file en matière d'intelligence artificielle pour attirer des investissements et de bons talents. Rosemont, la petite patrie. Monsieur le Président, avec l'aide des libéraux, des investisseurs privés ont fait l'acquisition des appartements Northgate à Montréal. C'est le plus gros achat de logements cette année au Québec. Avec une crise du logement qui fait rage, cette nouvelle-là inquiète beaucoup de gens, car le gouvernement libéral les a laissés tomber. Les Montréalais n'arrivent même pas à payer les loyers actuels. Au lieu de laisser des investisseurs privés s'en mettre plein les poches, les libéraux auraient pu s'assurer que ces appartements restent vraiment abordables. Pourquoi mettre les intérêts des investisseurs privés avant ceux des Montréalais? L'honorable ministre de Tourisme et de l'Agence économique du Québec. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question parce que ça me donne la chance, en fait, de lui dire, et s'il ne le savait pas déjà, nous venons faire une annonce
justement, dans mon comté, pour sauver et sortir du marché 720 unités de logement, Monsieur le Président. 720 unités de logement. Parce qu'un des défis que nous avons, c'est non seulement de construire du logement abordable et social, mais c'est de pérenniser aussi le logement abordable et sortir du marché, justement, des milliers de logements. C'est exactement ce qu'on va faire, Monsieur le Président. The honourable member for Le député de Kitchener-Centre. Monsieur le Président, le Conseil des arts du Canada a non seulement vu son financement réduit au cours des dernières années, mais il y a aussi d'importantes inégalités qui laissent des milieux comme le mien dramatiquement sous-financés. Aujourd'hui, des députés de 4 partis de la Chambre ont co-signé une lettre pour attirer l'attention de la ministre sur ce problème et demander d'agir. Est-ce que la ministre du Patrimoine peut s'engager à collaborer avec tous les députés intéressés pour restaurer le financement du Conseil national des arts pour s'assurer que toutes les collectivités aient leur juste part? Le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Qu'il s'agisse de financement pour le Festival de Vancouver ou d'un autre festival ou organisation, le financement est assuré. Je suis prêt à collaborer avec n'importe quel député qui veut assurer un financement durable pour le secteur culturel au pays. Et je vais rencontrer les hauts représentants du Conseil national des arts ce soir et nous allons en parler. Pour ceux qui pensent que les arts, c'est seulement pour l'élite, eh bien, nous croyons au sein de notre parti que l'art, c'est l'âme de notre pays. Nous sommes prêts à appuyer ce domaine à tout moment. Colleagues, it's indeed my honor Il est de mon devoir d'attirer votre attention à la présence dans la tribune de Mme Ellen Johnson-Sirleaf, récipiendaire du prix Nobel de 2001. Comme il est 15h16, nous allons maintenant passer au vote sur la motion de M. Poilievre, convoquer les députés.